Novembre 1969. La NASA fait s'écraser volontairement un vaisseau spatial sur la Lune. Les scientifiques s'attendent à une secousse rapide, à un bref tremblement, peut-être quelques secondes de bruit sismique. Au lieu de cela, la Lune se met à vibrer. Et ça ne s'arrête pas. Les instruments continuent d'enregistrer 55 minutes de vibration continue. Quelque chose ne va pas du tout. Sur la Lune, ça continue sans fin. Apollo 13, Apollo 14, Apollo 15. La Lune sonne et sonne encore. Un seul impact produit des réverbérations durant plus de 5 heures. 2 scientifiques soviétiques analysent les données et publient une théorie qui choque le monde. La Lune, dit-on, n'est pas un corps naturel. C'est un vaisseau spatial, creux, artificiel, placé en orbite par une intelligence que nous ne pouvons comprendre. Pourquoi la Lune sonne-t-elle ? Pourquoi produit-elle les éclipses solaires parfaites, une coïncidence si précise que même Isaac Asimov l'a qualifiée d'extraordinaire ? Pourquoi observe-t-on des motifs tourbillonnants s'étendant sur des centaines de kilomètres sur une planète sans champ magnétique ? Ce soir, nous allons explorer tout ce que la science sait et tout ce qu'elle ne peut toujours pas expliquer sur l'objet le plus étrange de notre ciel, la Lune. Cela nous aide à vous proposer davantage de vidéos comme celle-ci. Un mauvais sommeil affecte tout, votre énergie, votre humeur et votre santé. Le lien se trouve dans la description. En novembre 1969, un module spatial s'écrase sur la surface de la Lune à plus de 6000 km/h. Sur Terre, les scientifiques surveillent leurs instruments, s'attendant à une brève secousse, un tremblement, le genre de réaction sismique rapide qu'ils obtiendraient en frappant un corps rocheux. Au lieu de cela, la Lune se met à vibrer. Pendant près d'1 heure, le corps entier résonne comme une cloche sonnant dans une cathédrale vide. Le signal continue de monter. Il y a un problème. Cette unique expérience va déclencher l'une des questions les plus étranges et les plus persistantes de l'astronomie moderne. La Lune est-elle creuse ? Ce soir, nous allons examiner tout ce que nous savons et tout ce que nous ignorons encore au sujet de l'objet qui plane au-dessus de nos têtes depuis la nuit des temps. Nous allons passer en revue les expériences sismiques qui ont donné naissance à ce mystère. Nous allons retracer la violente collision qui pourrait avoir donné naissance à la Lune il y a 4 milliards d'années. Nous allons examiner une hypothèse de la guerre froide selon laquelle la Lune ne serait pas un corps naturel, mais un ancien vaisseau spatial. Nous allons examiner ce que la science a réellement découvert à l'intérieur. De sa fine croûte à son petit noyau de fer, nous allons explorer pourquoi les 2 faces de la Lune sont si différentes. Pourquoi sa gravité se comporte-t-elle de manière à presque faire s'écraser les premiers engins spatiaux ? Pourquoi de mystérieux motifs tourbillonnants s'étendent-ils sur des centaines de kilomètres à travers des terrains dépourvus de champs magnétiques ? Et quelles questions la Lune refuse encore de répondre, même après des décennies de missions robotiques, d'atterrissage rudimentaires et de laboratoires orbitaux. Voici l'histoire de la Lune. Pas la version simplifiée, la vraie. Chapitre 1. La cloche qui ne cessait de sonner. L'histoire ne commence pas par la mythologie antique, ni par des spéculations philosophiques, mais par la science froide et précise du XXe siècle. Tout commence par un accident délibéré. Le 20 novembre 1969, l'équipage d'Apollo 12 avait achevé sa mission à la surface lunaire. Les astronautes Pete Conrad et Alan Bean avaient passé des heures dans l'océan des tempêtes, déployant des instruments scientifiques, collectant des échantillons de roches et photographiant le paysage désertique. Parmi les instruments qu'ils ont placés sur le sol figurait l'expérience sismique passive, un dispositif conçu pour détecter les vibrations à la surface lunaire. Il s'agissait essentiellement d'un sismomètre. Mais celui-ci a été conçu pour un monde sans météo, sans océan, sans aucun de ces bruits de fond qui rendent la sismologie terrestre si complexe. Et cela dura jusqu'à ce que l'humanité rompe délibérément ce silence. Après le retour de Conrad et Bean au module de commande en orbite, les contrôleurs de mission ont renvoyé les tâches de remontée usagées du module lunaire vers la Lune. C'était intentionnel. La NASA souhaitait provoquer un événement sismique connu, un impact d'une force mesurable, afin d'observer la réaction de l'intérieur de la Lune. Le module a heurté la surface à environ 72 km du sismomètre.
L'impact a généré une force équivalente à environ 1 tonne de TNT sur Terre. Un événement de ce genre produirait un signal bref et net. L'énergie se dissiperait à travers des couches de roches humides et de sédiments. Voilà comment fonctionne la sismologie sur une planète pleine d'eau et à la géologie stratifiée. Les vibrations s'estompent. Sur la Lune, il s'est passé quelque chose de complètement différent. Puis le signal s'est amplifié. Et puis, au lieu de s'atténuer, les vibrations ont persisté. 55 minutes de vibrations continues suite à un seul impact. Maurice Ewing, l'un des principaux chercheurs de l'expérience sismique, décrira plus tard le phénomène d'une manière qui résonnera pendant des décennies dans la littérature scientifique et la culture du complot. En fait, le signal a persisté pendant plus d'1 heure. La Lune sonna comme une cloche, et à partir de ce moment, la nature de l'intérieur de la Lune devint l'un des sujets les plus débattus en planétologie. Comme toute bonne expérience scientifique, il fallait la répéter, et elle l'a fait. Lors des missions Apollo suivantes, la NASA a délibérément projeté des objets plus gros et plus lourds sur la surface lunaire afin de générer des séismes plus importants. Malgré sa célèbre urgence en vol, Apollo 13 a tout de même réussi à contribuer à la science lunaire. Les contrôleurs ont dirigé le 3e étage massif de la fusée Saturne V, le S-4B, vers la Lune. Cette étape était bien plus lourde que le petit étage d'ascension du module lunaire utilisé lors de l'expérience Apollo 12. Elle a frappé la surface à environ 135 km du sismomètre d'Apollo 12 avec une force d'environ 11,12 tonnes de TNT. Le résultat fut stupéfiant. Le signal sismique a atteint son maximum après environ 7 minutes, avec des ondes de choc 30 fois plus importantes et 4 fois plus longues que celles de l'impact d'Apollo 12. Les vibrations ont duré plus de 3 heures. Apollo 14 a répété la procédure. Apollo 15 a fait de même. La Lune trembla et continua de trembler bien plus longtemps que ne le prévoyait aucun modèle terrestre. Parfois, elle durait plus de 3 heures. Un impact de météorite particulièrement important, survenu en mai 1972 et surnommé plus tard le Whopper par les scientifiques, a produit des réverbérations qui se sont poursuivies pendant plus de 5 heures. 5 heures de vibrations continues suite à un seul impact sur un corps dont le diamètre représente environ 1/4 de celui de la Terre. Pour comprendre pourquoi cela surprend autant les scientifiques, il faut comprendre comment les ondes sismiques se comportent sur Terre. Ces ondes se propagent à travers la roche, à travers les sédiments, à travers les couches liquides de l'intérieur de la Terre. L'eau est partout, emprisonnée dans les minéraux, remplissant les pores des roches, s'accumulant dans les aquifères souterrains, saturant les sols. Cette humidité a un effet profond sur l'énergie sismique. Lorsque les vagues traversent un matériau humide, l'eau absorbe et dissipe l'énergie. Il atténue les vibrations. L'énergie est absorbée presque aussi vite qu'elle est produite. La Lune ne contient presque pas d'eau. Son intérieur est sec, rigide et froid. Les minéraux ne sont pas dilatés par le fluide emprisonné. Lorsque l'énergie sismique pénètre dans le corps lunaire, rien ne l'absorbe. Les ondes rebondissent sur les frontières internes. La comparaison avec une cloche n'est pas aussi fantaisiste qu'il n'y paraît. Lorsqu'elle est frappée, l'énergie traverse le métal sous forme d'ondes, se réfléchissant sans cesse sur les surfaces intérieures, produisant ainsi une vibration continue. La Lune est la cloche. Cette explication, aujourd'hui bien établie en planétologie, n'était pas immédiatement évidente en 1969. À l'époque, les scientifiques étaient encore en train d'approfondir leur compréhension de la composition de la Lune. Les missions Apollo commençaient tout juste à rapporter des échantillons de roches. La structure interne de la Lune était en grande partie théorique. Lorsque les données sismiques ont révélé ces vibrations d'une durée extraordinairement longue, les chercheurs ont dû envisager de multiples possibilités. La Lune était-elle creuse ? Son intérieur était-il fondamentalement différent de celui de tout corps planétaire connu ? La communauté scientifique a procédé avec prudence. Des sismomètres supplémentaires ont été déployés sur Apollo 14, 15 et 16, créant un réseau de 4 stations réparties sur la face visible de la Lune. Ce réseau a fonctionné depuis son achèvement en 1972 jusqu'à sa mise hors service par la NASA en 1977. Au cours de ces années,
les instruments ont enregistré des milliers d'événements sismiques. Certaines ont été causées par des impacts délibérés, et un nombre significatif provenait de la Lune elle-même. Les données issues de ce réseau ont révélé plusieurs faits importants. Premièrement, la Lune connaît 4 types distincts d'activités sismiques. Les séismes lunaires profonds se produisent à environ 700 km sous la surface et sont causés par les forces de marée. L'attraction gravitationnelle de la Terre déforme littéralement l'intérieur de la Lune, générant de petits tremblements détectables à intervalles réguliers. Ces séismes profonds sont prévisibles. Deuxièmement, il y a les séismes thermiques, provoqués par les changements de température spectaculaires lorsque la surface lunaire passe du froid glacial des 2 longues nuits lunaires à la chaleur intense des 2 longues journées lunaires. Troisièmement, la Lune est régulièrement frappée par des impacts de météorites, car elle ne possède pratiquement pas d'atmosphère pour brûler les débris qui arrivent. Chaque impact génère un signal sismique. Et quatrièmement, il y a les séismes lunaires superficiels, qui se produisent à seulement 20 à 30 km sous la surface et qui restent les plus mystérieux. Et en raison de l'intérieur rigide et sec de la Lune, les vibrations de ces séismes superficiels durent bien plus longtemps que tout phénomène comparable sur Terre. C'est la preuve d'une sécheresse et d'une rigidité. Un corps solide, froid et presque sans eau transmettra les ondes sismiques exactement de cette manière, résonnant et se répercutant longtemps après l'impact initial. Les scientifiques l'ont compris à la fin des années 1970, une fois que suffisamment de données eurent été collectées et analysées. La Lune n'est pas creuse. Mais la cloche qui a sonné en novembre 1969 avait déjà résonné dans l'imaginaire collectif, et certains auditeurs ont entendu une mélodie bien différente pour une poignée de chercheurs et un nombre beaucoup plus important de passionnés. C'était un indice. Si la Lune sonnait comme une cloche, c'est peut-être parce que la Lune ressemblait à une cloche. Peut-être son intérieur n'était-il pas du tout rempli de roches solides, mais d'espaces vides, de cavités, de vides, voire de chambres. Peut-être la Lune n'était-elle pas un corps naturel formé par les mêmes processus qui ont créé tous les autres mondes du système solaire. Peut-être était-ce tout autre chose. Elles sont nées de la rencontre entre des données surprenantes et la reconnaissance humaine des schémas, de l'impulsion profondément compréhensible de se demander « et si ?» Et en 1970, un an seulement après que la cloche d'Apollo 12 ait sonné à travers le monde scientifique, 2 scientifiques soviétiques publiaient un article qui poussait la question du « et si » plus loin que quiconque auparavant. Ils avançaient que la Lune n'était pas un monde, mais une machine. Mais avant d'aborder cette affirmation extraordinaire, il nous faut comprendre comment la Lune est réellement née. Et tout commence par une collision bien plus dévastatrice que n'importe quelle expérience sismique. Chapitre 2. 4. Et il y a un demi-milliard d'années, le système solaire n'était pas l'agencement ordonné de planètes et de lunes que nous connaissons aujourd'hui. C'était le chaos. Une jeune étoile consumant son premier combustible, entourée d'un vaste disque de gaz, de poussière et de débris en fusion. Les petits grains se sont heurtés et collés. Des rochers sont devenus des montagnes. La Terre était l'une de ces protoplanètes. Il était devenu suffisamment gros pour dominer son voisinage orbital, engloutissant des corps plus petits, absorbant les impacts et générant suffisamment de chaleur interne pour faire fondre toute sa surface en un océan global de magma. Ce n'était pas encore la planète bleue que nous connaissons. Et elle n'était pas seule. Les scientifiques l'ont nommée Théa, en référence à la titanide grecque qui donna naissance à Céline, la déesse de la Lune. Comme tous les autres corps du système solaire primitif, Théa avait été assemblée à partir du même disque de gaz et de poussière qui avait formé le Soleil et toutes les planètes. Elle possédait son propre noyau de fer, son propre manteau siliceux, sa propre croûte rocheuse, et elle était sur une trajectoire de collision. Les détails de cet impact ont été modélisés et remodelés par des physiciens et des planétologues depuis des décennies. Le scénario le plus largement accepté aujourd'hui, connu sous le nom d'hypothèse de l'impact géant, a été proposé pour la première fois dans les années 1970 et a été continuellement affiné depuis. En novembre 2012, des chercheurs de l'Institut Max Planck de recherche sur le système solaire ont publié de nouvelles découvertes dans la revue Science, utilisant des mesures d'isotopes de fer provenant d'échantillons lunaires, de roches terrestres et de météorites
pour reconstituer la composition et l'origine probable de Théa. Théa et la Terre étaient voisines. La collision elle-même était apocalyptique. L'énergie libérée était presque incalculable. Le noyau de fer de Théa a plongé à l'intérieur de la Terre et a fusionné avec elle. Les manteaux des deux mondes, des billions de tonnes de roches siliceuses en fusion, ont été projetés dans l'espace. Au point d'impact, la température a atteint des dizaines de milliers de degrés. La Terre fut remodelée en une masse partiellement vaporisée, tournant rapidement sur elle-même. Cet anneau de débris, parfois appelé disque proto-lunaire, contenait des matériaux provenant à la fois du manteau de la Terre et du manteau de Théa. À l'intérieur de ce disque, le même processus qui avait permis de construire des planètes à partir de poussière recommença à plus petite échelle. Les amas ont grossi, et en un laps de temps remarquablement court, peut-être quelques heures ou quelques jours seulement selon certaines simulations récentes, la matière du disque s'est agglomérée pour former un seul corps massif, la Lune. Il est possible que la Lune n'ait pas accumulé lentement, sur des mois ou des années, un disque de débris refroidissant progressivement, comme le suggéraient les modèles précédents. Au contraire, elle s'est peut-être formée presque immédiatement, en quelques heures seulement, lorsqu'une grande masse de matière a été directement propulsée en orbite par l'impact. Ce modèle de formation rapide permet d'expliquer certaines des propriétés chimiques les plus énigmatiques de la Lune, notamment pourquoi sa composition isotopique est si extraordinairement similaire à celle de la Terre. Cette similitude est l'un des faits les plus importants et les plus débattus en sciences lunaires. Lorsque les astronautes d'Apollo ont rapporté des roches lunaires sur Terre, les scientifiques s'attendaient à trouver un corps présentant une signature chimique nettement différente, reflétant la composition d'un impacteur étranger. À l'échelle atomique, la Lune et la Terre sont presque indiscernables. Cela posait un problème sérieux pour l'hypothèse de l'impact géant, car dans la plupart des modèles de collision, la Lune finit par être composée principalement de matériaux provenant de la Terre et non de la Terre elle-même. Si cette matière provenait d'une autre partie du système solaire, sa signature isotopique devrait être différente de celle de la Terre et la Lune devrait refléter cette différence. Plusieurs solutions ont été proposées. L'une des hypothèses est que l'impact a été si violent qu'il a mélangé complètement les matériaux des deux corps, homogénéisant ainsi le disque de débris avant même la formation de la Lune. Une autre hypothèse est qu'un état post-impact appelé synestia, un vaste nuage de roches vaporisées en forme de beignet, a permis aux matériaux des deux corps de se mélanger complètement avant de se séparer en Terre et en Lune. Théa s'est formée si près de la Terre à partir de matières premières si similaires que sa composition isotopique était presque identique à celle de la Terre dès le départ. Si Théa et la prototerre étaient des voisines cosmiques formées à partir du même réservoir local de poussière et de gaz, alors la ressemblance de la Lune de Saccositos avec la Terre n'est pas du tout un mystère. C'est une conséquence prévisible de leurs origines communes. La Lune n'est pas une copie parfaite de la Terre. Son noyau est petit, avec un rayon d'environ 330 km seulement, comparé à celui du noyau terrestre qui est d'environ 3500 km. Cela s'explique par le modèle de l'impact géant, car l'impact aurait principalement arraché des silicates du manteau plutôt que des métaux au corps en collision. Le noyau de fer de Théa s'est enfoncé à l'intérieur de la Terre au lieu d'être éjecté dans le disque de débris. La Lune s'est formée à partir des couches rocheuses externes et non des couches métalliques internes. C'est pourquoi la Lune est nettement moins dense que la Terre, environ 3,34 grammes par centimètre cube contre 5,52 grammes pour la Terre. C'est une preuve de composition. La Lune est principalement composée de roches et contient relativement peu de fer. La Terre possède un noyau de fer massif qui la rend globalement beaucoup plus dense. Après sa formation, la Lune était extraordinairement proche de la Terre, peut-être à seulement 15 à 20 000 km de distance, contre environ 384 000 km actuellement. La Terre et la Lune étaient encore en fusion, incandescente de chaleur interne. L'interaction gravitationnelle entre eux était intense. Les forces de marée terrestre ont quasiment immédiatement synchronisé la rotation de la Lune, ce qui signifie que la même face de la Lune était tournée vers la Terre depuis les tout premiers temps de son histoire. Ce verrouillage des marées explique pourquoi nous voyons toujours la même face de la Lune et jamais sa face cachée depuis la surface de la Terre. À mesure que la Lune se refroidissait, sa surface commença à se solidifier,
L'océan magmatique global, appelé océan magmatique lunaire, s'est cristallisé de l'extérieur vers l'intérieur. Les minéraux plus légers, notamment un type de spatraté appelé plagioclaque, ont flotté à la surface et ont formé la croupe lunaire. Les minéraux plus denses ont coulé vers l'intérieur, formant le manteau. Le petit noyau de fer, vestige du matériau métallique présent dans le disque de débris, s'est déposé au centre. Ce processus de différenciation, au cours duquel un corps en fusion se sépare en couches de densité et de composition différentes, est le même processus qui a donné à la Terre son noyau, son manteau et sa croûte. La Lune a connu une situation similaire, à plus petite échelle, avec moins de fer et moins de chaleur interne. L'océan de magma lunaire ne s'est pas refroidi de manière uniforme. La face de la Lune tournée vers la Terre, la face visible, était baignée par la chaleur intense émanant de la Terre encore en fusion. Ce gradient de température semble avoir provoqué une croissance irrégulière de la croûte. La face opposée a cristallisé plus rapidement et a développé une croûte plus épaisse. La face visible, maintenue plus chaude par le rayonnement terrestre, cristallisait plus lentement. Des éléments comme l'aluminium et le calcium, difficiles à vaporiser, se sont condensés de préférence sur la face cachée plus froide, y formant une croûte d'une épaisseur de 50 à 60 km. La croûte du côté le plus proche est restée plus mince, avec une épaisseur d'environ 20 à 30 km seulement. Cette asymétrie, établie il y a des milliards d'années par le simple fait de savoir quelle face était exposée à la Terre en fusion, allait façonner toute l'histoire géologique de la Lune. Cela permettrait de déterminer où les volcans ont fait éruption, où la lave a rempli d'anciens bassins, pourquoi la face visible est si différente de la face cachée, et cela contribuerait à élucider des mystères que les scientifiques s'efforcent encore de résoudre aujourd'hui. Mais la naissance violente de la Lune n'était que le début de son histoire. Quelques décennies seulement après que la formation de la Lune soit devenue un fait scientifique reconnu, 2 chercheurs soviétiques allaient examiner tous ces faits, le comportement sismique inhabituel, la faible densité, les étranges coïncidences orbitales, et en tirer une conclusion qui allait choquer le monde. Ils soutiendraient que la Lune a été construite. De cette destruction est née notre Lune, un corps céleste issu de la collision de 2 planètes, assemblés à partir de leurs débris et placés sur une orbite qui a façonné la vie sur Terre depuis lors. Tout cela dépend de la Lune. Et pourtant, malgré tout ce que nous savons sur la formation de la Lune, son intérieur réserve encore des surprises. Les données sismiques d'Apollo, aussi révolutionnaires fussent-elles, provenaient d'un réseau qui ne couvrait qu'une petite zone de la face visible. Nous n'avons jamais installé de sismomètre de l'autre côté. Nous n'avons jamais exploité de réseau sismique moderne sur la Lune. Les instruments qui ont sonné la cloche en 1969 étaient à la pointe de la technologie pour leur époque, mais ils seraient considérés comme primitifs selon les normes actuelles. Nous savons que la Lune possède une croûte, un manteau et un petit noyau. Nous savons qu'il n'est pas creux. Mais les détails précis de sa structure interne, l'état exact de son noyau, s'il est solide ou partiellement fondu, la composition précise de son manteau profond, tout cela reste incertain. Le programme Artemis, effort continu de la NASA pour renvoyer des humains sur la Lune, prévoit notamment le déploiement de nouveaux sismomètres. L'expérience d'exploration et de surveillance du sous-sol lunaire, connue sous le nom de SUBLIME, vise à cartographier le noyau lunaire et à recueillir des données sur les séismes lunaires grâce à des instruments bien plus sensibles et performants que tout ce qui a été déployé lors du programme Apollo. Lorsque ces instruments entreront en fonction, ils écouteront la Lune avec des oreilles dont les scientifiques de 1969 ne pouvaient que rêver. Et quoi qu'ils entendent, que cela confirme les modèles existants ou révèle quelque chose d'inattendu, cela nous rapprochera de la compréhension du corps qui a accompagné la Terre pendant 4,5 milliards d'années d'histoire cosmique. Avant que la science moderne ne cartographie l'intérieur de la Lune grâce aux ondes sismiques et aux sondes gravitationnelles, avant que les astronautes d'Apollo ne foulent son sol et n'en rapportent des roches qui ont transformé notre compréhension du système solaire, il y a eu un moment en 1970 où 2 hommes à Moscou ont examiné les mêmes données que tout le monde et sont parvenus à une conclusion aussi audacieuse qu'outrageante. Ils disaient que la Lune n'était pas née, elle avait été créée. Et ils ont publié leur argumentation dans un magazine lu par des millions de personnes. Chapitre 3. L'hypothèse de la Lune vaisseau spatial. En 1970,
1 an après que l'expérience sismique d'Apollo 12 ait provoqué une onde de choc sur la Lune et dans la communauté scientifique, un article est paru dans une publication soviétique appelée Spoutnik. L'article s'intitulait « La Lune est-elle une création d'une intelligence extraterrestre ?» Ses auteurs, Mikhail Vassin et Alexander Chachov, étaient tous deux affiliés à l'Académie des sciences soviétiques. Leur argumentation était extraordinaire. Ils proposaient que la Lune ne soit pas un satellite naturel. Il s'agirait, selon eux, d'une structure artificielle, un vaisseau spatial aux proportions colossales, creusé dans un astéroïde ou un planétoïde naturel par une civilisation extraterrestre inconnue, renforcée par une enveloppe métallique remplie de technologie et peut-être de vie, et délibérément placée en orbite autour de la Terre. L'hypothèse de la Lune creuse, également connue sous le nom de théorie de la Lune vaisseau spatial, était née. Vassin et Shcherbakov ne présentaient pas leur thèse comme une simple spéculation, et ils fondaient leur argumentation sur une série d'observations qui, prises individuellement, pouvaient chacune avoir des explications scientifiques légitimes, mais qui, prises ensemble, indiquaient selon eux quelque chose de plus qu'une simple coïncidence. La première observation est celle que nous avons déjà évoquée. La Lune résonne comme une cloche lorsqu'on la frappe. Des réverbérations sismiques prolongées, argumentait-il, étaient plus compatibles avec une coquille métallique creuse est plus probable qu'un corps rocheux solide. Sur Terre, l'énergie sismique se dissipe rapidement car la planète est pleine d'eau et composée de différentes couches de matériaux qui absorbent et redirigent les ondes. Les oscillations prolongées de la Lune, selon eux, suggéraient de vastes vides internes. La densité moyenne de la Lune est d'environ 3,34 grammes par centimètre cube. La Lune est donc nettement moins dense. Si la Lune était entièrement composée de roches, suggérait-il, sa densité devrait être supérieure. La troisième observation concernait l'orbite de la Lune et sa relation avec le Soleil. La Lune est positionnée à la distance idéale de la Terre et à la taille parfaite pour produire des éclipses solaires parfaites. D'un point de vue purement mathématique, il s'agit d'une coïncidence extraordinaire. La Terre est environ 400 fois plus grande que la Lune. Elle est également environ 400 fois plus éloignée. Ces deux rapports s'annulent presque, ce qui rend la taille apparente du Soleil et de la Lune presque identique dans le ciel terrestre. Isaac Asimov, le célèbre auteur de science-fiction et professeur de biochimie, a noté cette coïncidence en 1965, la qualifiant de pure coïncidence et observant que seule la Terre, parmi toutes les planètes, bénéficie de cette particularité. La quatrième observation concernait la géologie de la surface lunaire. Lorsque de gros météoroïdes percutent la Lune, ils créent de larges cratères. Mais ces cratères sont souvent étonnamment peu profonds par rapport à leur diamètre. Vassin et Shcherbakov ont avancé que cela pouvait s'expliquer par une couche dure et résistante de métal ou de matériaux synthétiques située à quelques kilomètres sous la surface, empêchant les impacteurs de pénétrer plus profondément. Ils l'ont comparé à une coquille, une coque artificielle sous une fine couche. La cinquième observation concernait la composition. Les roches lunaires, rapportées par les missions Apollo, contiennent des concentrations étonnamment élevées de certains métaux, dont le titane, le chrome et le zirconium. Ce sont parmi les éléments les plus résistants et les plus anticorrosifs connus. Vassin et Shcherbakov ont suggéré que la présence de ces éléments n'était pas due au hasard géologique, mais qu'ils constituaient des éléments structurels de la coque artificielle de la Lune. Si l'on construisait un vaisseau spatial de la taille d'une Lune, argumentait-il, ce sont précisément ces matériaux que l'on utiliserait. La Lune orbite autour de la Terre selon un cercle quasi parfait. La précision de la trajectoire orbitale de la Lune, combinée à la géométrie parfaite de ses éclipses solaires et à son comportement sismique inhabituel, pointait, selon eux, vers un corps céleste qui avait été placé là, plutôt que capturé ou formé. Publié dans un magazine populaire et non dans une revue scientifique, il se répandit rapidement dans les médias soviétiques et occidentaux. L'idée fit son chemin. Deux hommes, scientifiques de formation, travaillant au sein du système universitaire soviétique, suggéraient par écrit que notre plus proche voisine céleste était le fruit d'une ingénierie extraterrestre. La fin des années 1960 et le début des années 1970 furent une période de fascination intense du public pour l'espace, la vie extraterrestre et les limites de la connaissance humaine. Les missions Apollo avaient permis à des hommes de marcher sur la Lune.
La recherche d'une intelligence extraterrestre prenait de l'ampleur. Le climat intellectuel était propice aux affirmations extraordinaires concernant le cosmos, et la théorie de la Lune vaisseau spatial arriva au moment précis où elle connut un succès fulgurant. Et ces problèmes étaient loin d'être subtils. Si la Lune était creuse, son moment d'inertie, une mesure qui décrit la distribution de la masse au sein d'un corps en rotation, serait très différent de celui observé. Le facteur d'inertie de la Lune est de 0,67. Une sphère avec un noyau dense et des couches externes plus légères aurait un facteur inférieur à 0,4. Le facteur d'inertie mesuré de la Lune, déterminé grâce à des décennies de suivi précis de son orbite et de sa rotation, est de 0,394. Elle est très éloignée de 0,67, la valeur d'une sphère creuse. La seconde objection concernait les données sismiques elles-mêmes. Si l'analogie avec une cloche a captivé l'imagination du public, les enregistrements sismiques réels d'Apollo ont clairement démontré l'existence d'un intérieur solide stratifié. Les ondes sismiques se propagent différemment selon les matériaux. En analysant comment les ondes provenant d'impacts connus sont arrivées à différentes stations, à différents moments et avec des caractéristiques différentes, les scientifiques ont pu cartographier la structure interne de la Lune. Ils ont découvert une croûte d'environ 45 km d'épaisseur sous laquelle se trouve un vaste manteau siliceux et, au centre, un petit noyau dense d'un rayon donné. Les ondes sismiques ne traversaient pas de vastes cavernes vides. La troisième objection concernait la faible profondeur des cratères. La faible profondeur des cratères d'impact lunaire n'est pas propre à la Lune. On observe une morphologie de cratères similaire sur Mercure, Mars et plusieurs lunes des planètes extérieures. L'explication ne réside pas dans une enveloppe métallique cachée, mais dans la physique des impacts à grande vitesse. Lorsqu'un objet percute la surface d'une planète à plusieurs kilomètres secondes, l'impact génère une pression et une chaleur énormes. L'impacteur et un grand volume de matériaux environnants sont vaporisés ou fondus. La forme du cratère résultant ne dépend pas de la profondeur de pénétration de l'objet, mais de l'explosion d'énergie au point d'impact. Il s'agit d'une conséquence bien comprise de la mécanique des impacts, et qui ne nécessite aucune structure souterraine inhabituelle pour être expliquée. Le titane et d'autres métaux réfractaires sont présents dans les roches lunaires non pas parce qu'ils constituent des éléments structuraux d'une coque artificielle, mais en raison de l'histoire géologique de la Lune. L'ilmanite, un oxyde de fer et de titane, est abondante dans certains basuls lunaires, notamment dans les plaines volcaniques sombres appelées mers lunaires. La présence de titane sur la Lune est une conséquence de la chimie du magma et non d'une intervention humaine. La cinquième objection était peut-être la plus simple. Si la Lune était un vaisseau spatial artificiel placé en orbite par une civilisation extraterrestre, elle aurait dû survivre à des milliards d'années de bombardements d'astéroïdes, y compris des impacts suffisamment importants pour creuser des bassins de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Le bassin d'Aken, au pôle sud, sur la face cachée de la Lune, la plus grande structure d'impact confirmée du système solaire, mesure environ 2500 km de large et jusqu'à 13 km de profondeur. Le fait que la Lune ait survécu à cet impact et à des dizaines d'autres impacts massifs constitue une preuve solide qu'il s'agit d'un corps solide et structurellement intégré, et non d'une construction creuse. Que ce fût ou non l'intention réelle de l'article, il est clair que l'hypothèse de la Lune comme vaisseau spatial n'a jamais été prise au sérieux par la communauté scientifique. Elle ne présentait aucune prédiction vérifiable, et chaque anomalie citée comme preuve avec une explication naturelle simple. Elle a persisté parce qu'elle était imaginative. Elle a persisté parce que les véritables mystères de la Lune, son comportement sismique inhabituel, sa densité plus faible que prévu, la géométrie parfaite de ses éclipses, des phénomènes réels qui captivent la curiosité humaine. Elle a persisté parce que l'expression « la Lune sonnait comme une cloche » était trop évocatrice pour être oubliée. Depuis l'article de Vassim et Sherbachov, l'idée de la Lune creuse a été reprise et développée par divers théoriciens du complot, chercheurs alternatifs et auteurs de science-fiction. Certains y ont ajouté des embellissements, affirmant que la NASA aurait découvert des preuves de structures artificielles lors des missions Apollo et qu'elle dissimulerait l'information depuis.
D'autres ont lié la Lune creuse à des théories plus vastes concernant des extraterrestres anciens, l'activité ovni près de la Lune et des programmes spatiaux secrets. Les données des missions Apollo, notamment les enregistrements sismiques, les échantillons de roches, les mesures orbitales, les expériences de télémétrie laser et la cartographie gravimétrique, sont accessibles au public et ont été analysées par des scientifiques du monde entier. Elles confirment systématiquement que la Lune est un corps solide, formé naturellement, avec un intérieur différencié. Mais le fait que l'hypothèse de la Lune creuse soit fausse ne signifie pas que la Lune soit comprise. Les véritables mystères scientifiques de la Lune sont bien plus intéressants que n'importe quelle théorie du complot, précisément parce que elles sont bien réelles. La Lune n'est pas creuse, mais sa composition interne et les raisons de son comportement sont des questions auxquelles la science cherche encore à répondre. Depuis, aucune nation n'a installé de réseau sismique opérationnel sur la Lune. Pendant près de 50 ans, nous n'avons reçu aucune nouvelle donnée sismique de notre plus proche voisine. Ce silence est sur le point de prendre fin. Mais avant de nous tourner vers l'avenir, il nous faut examiner ce que ces premiers instruments, primitifs selon les normes actuelles, mais révolutionnaires à leur époque, nous ont réellement révélé sur l'intérieur de la Lune. Car ce qu'ils ont découvert, ce n'était pas une coquille vide, un monde plein de surprises et de contradictions que personne n'avait prédites. L'hypothèse soviétique perdure comme un artefact culturel, témoignant du pouvoir d'une bonne question mal résolue. La question « Qu'est-ce que la Lune ?», la réponse « Un vaisseau spatial » ne l'est pas. Et les réponses réelles, celles étayées par des données et une analyse rigoureuse, sont bien plus étranges que la fiction. Examinons ce que la science a réellement découvert à l'intérieur de la Lune. Chapitre 4. Ce que la science a réellement découvert à l'intérieur de la Lune. Imaginez-vous à la surface de la Lune. Il s'agit des débris accumulés pendant 4,5 milliards d'années d'impact de météorites. Chaque roche qui a frappé la Lune a fragmenté sa surface un peu plus, la broyant davantage et l'approfondissant. Cette couche de poussière et de pierres brisées s'étend sur plusieurs mètres de profondeur dans la plupart des endroits, atteignant parfois 15 mètres dans les anciennes régions montagneuses. Les astronautes d'Apollo ont décrit comment elle s'accrochait à tout. Elle sentait, disait-il, la poudre à canon brûlée. Sous le régolithe se trouve la croûte lunaire. La croûte est principalement composée d'un minéral appelé feldspath plagiaire, un siliceux riche en calcium et en aluminium, relativement clair et peu dense. La croûte est plus mince sur la face visible, avec une épaisseur d'environ 20 à 30 km, et beaucoup plus épaisse sur la face cachée, avec une épaisseur d'environ 50 à 60 km. Cette asymétrie, comme nous l'avons vu, s'est probablement établie très tôt dans l'histoire de la Lune, lorsqu'un hémisphère était exposé à la chaleur d'une Terre encore en fusion et l'autre au froid de l'espace. La croûte est très ancienne. Sous la croûte se trouve le manteau. Le manteau lunaire est la composante la plus volumineuse de la Lune, s'étendant de la base de la croûte jusqu'au noyau. Il est composé de minéraux siliceux, principalement d'olivine et de nexatune, la pyroine, semblable à bien des égards aux minéraux présents dans le manteau supérieur terrestre, est un élément important du manteau lunaire. Ce dernier est solide et ne s'écoule pas comme celui de la Terre, du moins, plus maintenant. Le manteau terrestre se comporte comme un fluide très lent sur des échelles de temps géologiques, sous l'effet de la chaleur interne. Cette convection est à l'origine de la tectonique des plaques, processus qui remodèle la surface terrestre par le mouvement des plaques continentales et océaniques. La Lune, quant à elle, ne présente pas de tectonique des plaques. Son intérieur s'est suffisamment refroidi pour que son manteau soit essentiellement rigide. Géologiquement parlant, la Lune est en grande partie inerte. Au centre de la Lune se trouve le noyau. L'existence d'un noyau lunaire était soupçonnée depuis longtemps, sur la base de calculs de densité et de mécanique orbitale, mais ses propriétés étaient difficiles à déterminer avec les données sismiques limitées fournies par Apollo. Les estimations modernes, combinant l'analyse sismique aux données de la mission de récupération de la gravité et d'exploration de l'intérieur de la Lune, GERAIL, suggèrent que le noyau a un rayon d'environ 300 à 350 km, ce qui est faible. À titre de comparaison, le noyau terrestre a un rayon d'environ 3500 km. Le noyau lunaire ne représente qu'une infime fraction de son volume total.
La partie la plus interne est probablement composée de fer solide, peut-être mélangé à du nickel, et à de petites quantités d'éléments plus légers. Autour de ce noyau interne solide se trouve une couche de fer liquide ou partiellement fondu. Et autour de cette couche liquide, il pourrait exister une zone de roche partiellement fondue, une couche limite entre le métal liquide du noyau externe et le silicate solide du manteau inférieur. Cette zone partiellement fondue est parfois appelée couche limite noyau-manteau, et son existence a été déduite de la manière dont certaines ondes sismiques ont été absorbées ou réfléchies dans les profondeurs de la Lune lors des enregistrements de l'ère Apollo. La présence d'une couche liquide ou partiellement liquide dans le noyau est significative. Elle suggère que même après 4,5 milliards d'années, l'intérieur de la Lune ne s'est pas complètement solidifié. Il y a encore suffisamment de chaleur dans les profondeurs pour maintenir une certaine quantité de matière à l'état liquide. Cette chaleur résiduelle est un vestige de la formation violente de la Lune et de la désintégration radioactive d'éléments comme l'uranium, le thorium et le potassium répartis dans son intérieur. Ceci nous amène à l'un des véritables mystères de la Lune. Elle ne possède pas de champ magnétique global aujourd'hui. Le champ magnétique terrestre est généré par le mouvement du fer liquide dans son noyau externe, un processus appelé dynamo. Le métal en mouvement crée des courants électriques qui, à leur tour, génèrent un champ magnétique s'étendant loin dans l'espace, protégeant la planète du vent solaire et du rayonnement cosmique. La Lune ne bénéficie pas de cette protection. Son noyau est trop petit et trop froid pour entretenir une dynamo. Certains échantillons rapportés par les missions Apollo portent une aimantation rémanente, trace d'une exposition à un champ magnétique à un moment donné dans le passé. Si la Lune n'a pas de champ magnétique, comment ces roches se sont-elles magnétisées? L'explication la plus communément admise est que la Lune possédait autrefois une dynamo. Au début de son histoire, lorsque son noyau était plus chaud et plus fluide, le mouvement du métal liquide a pu générer un champ magnétique pendant des centaines de millions d'années, voire plus. À un moment donné, le noyau s'est suffisamment refroidi pour interrompre la dynamo et le champ magnétique a disparu. Des recherches récentes ont exploré une autre possibilité. Certaines anomalies magnétiques localisées à la surface de la Lune pourraient ne pas être des vestiges d'une ancienne dynamo globale. Elles pourraient plutôt avoir été générées par des impacts massifs. Lorsqu'un gros astéroïde percute la Lune à grande vitesse, l'impact génère une chaleur intense, une pression importante et peut-être des courants électriques dans les matériaux de surface. Ces phénomènes transitoires pourraient magnétiser les roches environnantes, même en l'absence d'un champ magnétique global. Bien que des recherches aient été menées, cette hypothèse offre une explication potentielle au fait que certaines régions magnétisées de la Lune ne correspondent pas au schéma attendu d'un champ magnétique global cohérent. La mission Grail, qui s'est déroulée en 2012, a permis d'observer l'intérieur de la Lune de manière inédite grâce à la cartographie gravitationnelle. 2 petits engins spatiaux, surnommés Airbnb Flow, ont orbité autour de la Lune en tandem, mesurant avec précision la distance qui les séparait. Lors de leur passage au-dessus de régions de densité différentes sous la surface, l'attraction gravitationnelle sur ces régions a été mesurée. Chaque vaisseau spatial a subi une légère modification, ce qui a entraîné une accélération ou un ralentissement relatif entre eux. En mesurant ces infimes variations de leur séparation, les scientifiques ont pu cartographier le champ gravitationnel de la Lune avec une précision extraordinaire. La carte gravitationnelle ainsi obtenue a révélé la structure interne de la Lune avec un niveau de détail jamais atteint auparavant. Elle a cartographié l'emplacement et la structure des mascans, ces concentrations de masse cachées sous les bassins d'impact qui créent des anomalies gravitationnelles. Et elle a fourni des données qui, combinées à des preuves sismiques, ont permis aux scientifiques d'affiner leur modèle du manteau et du noyau lunaire. L'une des découvertes les plus importantes de Grail a été que la croûte lunaire n'est pas uniforme. La partie supérieure de la croûte terrestre est fortement endommagée par des milliards d'années d'impact, créant une zone de densité réduite qui s'étend sur plusieurs kilomètres de profondeur. Cela signifie que les couches supérieures de la Lune sont moins denses que la roche plus profonde et mieux préservée située en dessous. Cette zone poreuse et fracturée influence la façon dont les ondes sismiques se propagent à travers les couches superficielles internes
et contribue à certaines des signatures sismiques inhabituelles enregistrées lors des missions Apollo. Les données du GRAN ont également permis d'expliquer un phénomène qui intriguait les scientifiques depuis les années 1960. Lorsque les engins spatiaux orbitaient autour de la Lune, il leur arrivait de subir des changements inattendus de trajectoire. Leur vitesse augmenterait au-dessus de certaines régions et diminuerait au-dessus d'autres, déviée de sa trajectoire par les variations du champ gravitationnel de la Lune. Ces variations étaient dues à des mascons, des concentrations denses de masse cachées sous le plancher des grands bassins d'impact. Les mascons créaient des zones de forte gravité susceptibles d'entraîner un vaisseau spatial plus bas sur son orbite, constituant ainsi un véritable danger pour la navigation. Durant l'ère d'Apollon, les mascans étaient décrits comme des récifs de navigation, des obstacles à cartographier et à éviter. Leur origine est restée un mystère pendant des décennies. Grail a résolu ce mystère. Les données ont montré que les masses forment un motif en forme de cible avec une zone gravitationnelle élevée au centre, entourée d'anneaux alternés de zones gravitationnelles basses et hautes. Ce schéma est une conséquence naturelle de la physique des impacts. Lorsqu'un astéroïde massif percute la Lune, il creuse un cratère profond. L'impact génère une onde de choc à travers l'intérieur qui rebondit et attire vers la surface des matériaux denses du manteau. Dans le même temps, les matériaux éjectés du cratère s'accumulent sur le pourtour, créant un anneau extérieur dense. Au fil des centaines de millions d'années, le refroidissement du fond et des parois du cratère entraîne le blocage de ces matériaux denses par la croûte rigide, préservant ainsi indéfiniment l'anomalie gravitationnelle. Comprendre l'intérieur de la Lune n'est pas qu'un simple exercice académique. Si les humains veulent vivre et travailler sur la Lune, ils doivent comprendre le terrain sous leurs pieds. Il est essentiel de comprendre l'origine de ces séismes et leur propagation à travers l'intérieur lunaire pour choisir des sites sûrs pour les habitats et les infrastructures. La Lune rétrécit. À mesure que son intérieur se refroidit lentement, il se contracte, créant des contraintes de compression dans la croûte. La malice d'images à haute résolution de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter a révélé des milliers de ces structures, dont beaucoup sont géologiquement jeunes, c'est-à-dire qu'elles se sont formées au cours des derniers centaines de millions d'années. Cette contraction continue signifie que la Lune n'est pas le monde statique et inerte qu'on supposait autrefois. Les sismomètres Apollo ont détecté des séismes lunaires. Grail a cartographié le champ gravitationnel et la structure interne. Et pourtant, les scientifiques reconnaissent que notre image de l'intérieur de la Lune reste incomplète. Le réseau sismique Apollo ne couvrait qu'une petite zone de la face visible. Nous ne disposons d'aucune donnée sismique provenant de l'autre côté. Nous ne disposons d'aucune donnée sismique moderne. C'est pourquoi les projets de nouvelles expériences sismiques dans le cadre du programme Artemis sont si importants. L'expérience sublime de la NASA, l'expérience d'étude et de surveillance du sous-sol lunaire, déploierait une nouvelle génération de sismomètres capables de détecter des vibrations bien plus faibles que tout ce que les instruments d'Apollo pouvaient mesurer. Ces instruments pourraient cartographier l'intérieur de la Lune avec une résolution comparable à celle obtenue par les sismologues de Bon-Tiki sur Terre. Ils pourraient déterminer la taille et l'état exact du noyau, cartographier la couche limite partiellement fondue, caractériser en détail la croûte supérieure fracturée et potentiellement détecter toute activité géologique résiduelle. La Lune n'est pas creuse. Son moment d'inertie, son comportement sismique, son champ gravitationnel, sa densité, sa dynamique orbitale et sa géologie de surface indiquent tous qu'il s'agit d'un corps solide différencié avec une croûte mince, un manteau silicute étendu et un petit noyau de fer partiellement fondu. Mais la Lune elle-même n'est pas entièrement comprise. Son histoire magnétique, l'état exact de son noyau, les causes des séismes lunaires superficiels, la structure fine de son intérieur profond, ces domaines restent des axes de recherche actifs. L'intérieur de la Lune est un puzzle dont de nombreuses pièces sont en place, mais dont quelques pièces essentielles manquent encore. Et ces pièces manquantes ne sont pas comblées par des théories du complot. Elles se remplissent lentement et avec soin grâce à la science. L'intérieur de la Lune n'est pas la seule chose qui défie toute explication simple. Sa surface recèle des mystères tout aussi fascinants. Et l'un des phénomènes les plus frappants est visible avec un simple télescope de jardin. Les deux faces de la Lune ne se ressemblent en rien. Une face est lisse et foncée.
Les raisons de cette différence font l'objet de débats depuis des décennies, et la réponse nous ramène aux tout premiers instants de l'existence de la Lune. Observons ces deux visages et demandons-nous pourquoi ils sont si différents. Chapitre 5. Les deux faces de la Lune. Contempler la Lune par une nuit claire. Même sans télescope, on peut distinguer le motif. Les taches sombres sont les marias, un mot latin qui signifie mer. Les zones claires sont les hauts plateaux, des terrains anciens recouverts de roches pâles ancestrales. Des générations de cultures ont vu des visages, des animaux et des histoires dans l'agencement de la lumière et de l'ombre. Imaginez maintenant que vous puissiez retourner la Lune et voir l'autre côté. C'est impossible depuis la Terre, car la Lune est en rotation synchrone, nous présentant toujours le même hémisphère. Mais des engins spatiaux ont vu la face cachée, à commencer par la sonde soviétique Luna 3 en 1959, qui a transmis les premières photographies floues, et en poursuivant avec des images de plus en plus détaillées provenant de missions orbitales au cours des décennies suivantes. Le côté opposé ne ressemble en rien au côté proche. On trouve des cratères de toute taille partout, superposés les uns sur les autres dans des archives géologiques remontant à des milliards d'années. La face cachée ne présente que quelques petites zones de plaine volcanique, couvrant peut-être 2 ou 3% de la surface, contre environ 30% sur la face visible. Si vous montriez à quelqu'un deux photographies de la face visible et de la face cachée sans contexte, il pourrait ne pas croire qu'il s'agit du même monde. C'est l'une des caractéristiques géologiques les plus importantes de tous les corps du système solaire. Deux hémisphères d'un même monde, façonnés par les mêmes forces gravitationnelles et soumis au même bombardement de météoroïdes orbitant autour de la même planète. Et pourtant, ils sont fondamentalement différents. Comprendre pourquoi cela s'est produit est une question centrale en sciences lunaires depuis plus d'un demi-siècle. L'explication commence par la croûte. Les données de la mission Grail ont confirmé ce que les observations précédentes laissaient supposer. La croûte du côté opposé est environ 2 fois plus épaisse que celle du côté proche. Du côté le plus proche, la croûte mesure en moyenne de 20 à 30 km. De l'autre côté, elle mesure en moyenne de 50 à 60 km. Il y a environ 4 milliards d'années, lors de la période de bombardement intense de la Lune, de gros astéroïdes ont percuté la face visible, perçant la croûte plus mince et atteignant le manteau sous-jacent. Ces coulées de lave sont basaltiques, riches en fer et en magnésium, et elles se sont solidifiées en une roche sombre et dense qui remplit les grands bassins comme Mare Imbrium, Mare Serenitatis et Mare Tranquillatis. De l'autre côté, les mêmes types d'impacts ont créé les mêmes types de cratères. Mais la croûte était trop épaisse. Les impacteurs ne pouvaient pas percer jusqu'au magma en dessous, ou s'ils y parvenaient, le magma ne pouvait pas remonter jusqu'à la surface. Les cratères sont restés vides, non remplis de lave, et l'ancienne croûte des hauts plateaux a été préservée. Mais dire que la croûte est plus épaisse de l'autre côté ne fait que repousser la question d'un pas. Quel processus a créé cette asymétrie au départ? Plusieurs hypothèses ont été proposées. La plus convaincante concerne les origines de la Lune. Ces premiers milliers, voire quelques millions d'années après l'impact géant, alors que la Lune et la Terre étaient encore en fusion. La Lune s'est formée près de la Terre, peut-être à seulement 15 à 20 000 km. À cette distance, l'interaction gravitationnelle entre les deux corps était intense. Les forces de marée ont très rapidement synchronisé la rotation de la Lune, ce qui signifie que la même face était tournée vers la Terre dès le début. La face visible de la Lune, exposée à cette Terre en fusion, était baignée de radiation. Cette différence de température a créé un gradient dans l'océan magmatique lunaire. Il s'est cristallisé en premier. Les éléments comme l'aluminium et le calcium, difficiles à vaporiser, se condensent de préférence sur l'hémisphère plus froid. Au fil du temps, ce processus a formé une croûte plus épaisse du côté opposé que du côté proche. Une étude publiée fin 2025 par Esche, un chercheur de l'université normale du Henan en Chine, a proposé un mécanisme spécifique pour cela. Le gradient de température entre la face visible et la face cachée de la Lune en fusion aurait engendré une circulation globale dans l'océan de magma, semblable au courant de convection dans une casserole d'eau chaude. Les matériaux plus froids et plus denses se déposeraient de l'autre côté. Les courants de surface circuleraient de près vers loin,
transportant avec eux des plagiaux en cours de cristallisation et les déposant sur l'hémisphère plus froid. Le côté opposé accumulait des croûtes supplémentaires. La face la plus proche restait mince. Une autre hypothèse suggère que l'asymétrie a été causée par un impact supplémentaire. Dans ce scénario, après que la Lune se soit déjà formée et ait commencé à se solidifier, un gros corps, peut-être une planète naine de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, a percuté la face visible. Cet impact aurait excavé d'énormes quantités de matériaux, amincissant la croûte du côté proche et déposant ces matériaux du côté opposé, l'épaississant. Une étude de 2019, publiée dans le Journal of Geophysical Research, a modélisé ce scénario et a constaté qu'un impacteur d'environ 780 km de diamètre, frappant la face visible à environ 22 000 km/h, pourrait reproduire le modèle d'épaisseur crustale observé. Une troisième hypothèse, proposée plus tôt, suggérait que deux lunes s'étaient initialement formées à partir des débris de l'impact géant de la Terre. La plus grande est devenue une autre lune, la plus petite, une lune compagne, a orbité pendant un certain temps avant de se rapprocher lentement en spirale du corps plus grand et de fusionner avec celui-ci à faible vitesse. Chacune de ces hypothèses présente des points forts et des faiblesses, et le débat se poursuit. Elle est très ancienne et a profondément influencé l'évolution géologique de la Lune. En juin 2024, la mission chinoise Chang'e 6 a accompli quelque chose de remarquable. Elle s'est posée sur la face cachée de la Lune et a rapporté des échantillons sur Terre. La toute première collecte de roches et de sol provenant de la face cachée de la Lune. L'analyse de ces échantillons, publiée dans les actes de l'Académie nationale des sciences, a révélé que les roches de la face cachée sont chimiquement distinctes des échantillons de la face visible. Certains chercheurs ont interprété ces résultats comme confirmant l'idée qu'un impact massif, en particulier celui qui a créé le pôle sud, le bassin d'Aken, a joué un rôle important dans la formation du caractère géologique de la face cachée. Le bassin d'Aken du pôle sud mérite une attention particulière, car il s'agit de la plus grande structure d'impact confirmée non seulement sur la Lune, mais dans tout le système solaire. Il s'étend sur environ 2500 km, depuis le pôle sud jusqu'au cratère Athènes, de l'autre côté. L'impact qu'il a créé était si puissant qu'il a creusé à travers la croûte terrestre et jusqu'au manteau supérieur, exposant des matériaux profonds, normalement cachés bien sous la surface. Seuls 3 à 4% environ de son sol sont recouverts de lave basaltique. C'est surprenant car on pourrait s'attendre à ce qu'une excavation aussi profonde, pénétrant profondément dans le manteau, ait libéré une quantité abondante de magma. Le fait que cela ne se soit pas produit est une preuve supplémentaire de la complexité de l'évolution géologique de la face cachée. Quelque chose sur la face cachée, que ce soit la croûte plus épaisse, l'absence d'éléments radioactifs producteurs de chaleur concentrés sur la face visible, ou un autre facteur, a empêché l'activité volcanique de recouvrir la face cachée comme elle l'a fait sur la face visible. Un autre mystère est lié à ces deux visages. La face visible de la Lune renferme une province géochimique unique connue sous le nom de terrain de fluage procellarum. Le terme CRUIP désigne le potassium, les terres rares et le phosphore. Lors de la cristallisation de l'océan magmatique lunaire, ces éléments ont été exclus des cristaux en croissance et concentrés dans le dernier liquide restant. Le terrain à procellarum rampant se trouve presque exclusivement du côté le plus proche. Cette concentration d'éléments radioactifs a augmenté la production de chaleur dans le manteau du côté proche, le maintenant plus chaud et plus apte à générer du magma longtemps après que le côté éloigné se soit refroidi et solidifié. Cette source de chaleur supplémentaire a prolongé la période d'activité volcanique du côté le plus proche, permettant à la lave de continuer à remplir les bassins pendant des centaines de millions d'années après la fin du bombardement initial intense. Le résultat est la Lune à deux faces que nous voyons aujourd'hui. L'autre hémisphère, préservé dans son état antique cratérisé, brillant et cabossé. Elle est le produit d'une chaîne d'événements interconnectés remontant à la naissance de la Lune, à la direction vers laquelle elle était orientée pendant son refroidissement, à la répartition des éléments producteurs de chaleur, à l'épaisseur de sa croûte, au moment et à l'intensité des impacts.
Les deux faces de la Lune nous rappellent que même les objets familiers peuvent être profondément étranges lorsqu'on les regarde de près. Aujourd'hui encore, elle reste beaucoup moins étudiée que la face visible. Aucun sismomètre n'y a jamais été installé. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers les mystères de la Lune, nous passons de la grande échelle, de l'asymétrie globale des deux hémisphères, à quelque chose de plus localisé, mais tout aussi étrange. Cachés sous le sol d'anciens bassins d'impact, invisibles à l'œil nu mais détectables par des instruments sensibles, se trouvent des concentrations de masse qui ont déformé le champ gravitationnel de la Lune et ont presque détruit certains des engins spatiaux envoyés pour les étudier. Ce sont les mascons, et leur histoire est aussi surprenante que tout ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. Chapitre 6. La gravité qui ne se comporte pas comme prévu. En 1968, alors que les ingénieurs de la NASA préparaient les missions Apollo qui allaient emmener des humains sur la Lune pour la première fois, ils ont fait une découverte inquiétante. Les engins spatiaux en orbite autour de la Lune ne suivaient pas les trajectoires prévues par leurs ordinateurs. Lorsque les sondes survolaient certaines régions de la surface lunaire, elles plongeaient inopinément plus bas, attirées vers le bas par des concentrations invisibles de forces gravitationnelles cachées sous le terrain. Puis, en dépassant ces régions, ils s'élevaient à nouveau, déviés de leur trajectoire par l'attraction gravitationnelle irrégulière de la Lune. C'était comme si la Lune contenait des objets denses enfouis juste sous sa surface. Des objets suffisamment massifs pour modifier la trajectoire d'un vaisseau spatial passant au-dessus. Ces anomalies ont été découvertes par une équipe du Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, à partir des données de suivi des missions Luna Orbiter, des sondes robotiques envoyées pour photographier les sites d'atterrissage potentiels d'Apollo. L'équipe a baptisé ces anomalies mascons, abréviation de concentration de masse. Et il ne s'agissait pas de petites irrégularités. Pour les planificateurs de mission qui s'efforçaient de faire atterrir des humains sur la Lune avec une précision extrême, les mascons n'étaient pas une curiosité scientifique. Jay Malash, géophysicien à l'université Purdue, qui contribuera plus tard à résoudre le mystère Mason, les a décrits sans embâge. En 1968, ces concentrations massives constituèrent une découverte inopportune, alors que les scientifiques se préparaient aux missions Apollo. Ils ont été une véritable source de problèmes pour les planificateurs d'Apollo. Ces mâts étaient associés au grand bassin d'impact circulaire situé sur la face visible de la Lune. Mare Imbrium, Mars Serenitatis, Maraium, Maromorum et plusieurs autres ont tous présenté de fortes anomalies de gravité positive en leur centre. On s'attendrait à ce qu'un bassin, une dépression creusée par un impact énorme, ait une masse inférieure à celle du terrain environnant, et non supérieure. Un cratère avait été creusé. Pendant des décennies, les scientifiques se sont efforcés d'expliquer ce phénomène. Les bassins avaient été remplis de basalte volcanique dense. La lave qui a inondé ces dépressions après les impacts était plus dense que les matériaux crustaux plus légers qui avaient été enlevés. Le poids de ce basulcan accumulé au fil de centaines de millions d'années d'éruptions volcaniques pourrait expliquer la masse supplémentaire et l'anomalie gravitationnelle. Certains bassins présentaient des couches de lave très minces, trop minces pour expliquer l'excès de gravité observé, et certains bassins présentaient des signatures de maçonnerie, mais ne contenaient aucune couche volcanique. Il se passait autre chose. La réponse est apparue en 2013, lorsque des scientifiques ont utilisé les données de la mission Grail de la NASA pour enfin cartographier la structure interne des bassins de Mascans avec une haute résolution. Les deux vaisseaux spatiaux jumeaux du Graal, IBI et Flow, ont passé 1 an en orbite autour de la Lune en formation serrée, mesurant la distance qui les séparait avec une précision extraordinaire. Chaque infime variation de leur séparation correspondait à une variation du champ gravitationnel sous-jacent, qui révélait à son tour des variations de la densité et de la structure du matériau sous la surface. Les données du Graal ont montré que les mâts présentent un motif en forme de cible distinctif. Au centre de chaque grand bassin d'impact, on observe une forte anomalie de gravité positive, ce qui signifie une masse supplémentaire. Autour de ce centre se trouve un anneau de gravité négative, ce qui signifie un déficit de masse. Le motif ressemble à une cible avec des anneaux alternés d'excès et de déficit rayonnant vers l'extérieur à partir du centre. Pour comprendre comment ce schéma s'est formé, une équipe dirigée par Malo de l'université Purdue,
en collaboration avec Maria Zuber du Massachusetts Institute of Technology et d'autres collègues, a créé des simulations informatiques sophistiquées qui ont modélisé le cycle de vie complet d'un impact lunaire massif. Du moment de la collision jusqu'à des centaines de millions d'années plus tard, le récit des simulations était spectaculaire. Lorsqu'un astéroïde massif percute la Lune à vitesse cosmique, l'énergie de l'impact est immense. L'impacteur et un vaste volume de matériaux de la surface lunaire sont vaporisés, fondus ou éjectés. Un trou bien plus grand que le cratère final visible. Le plancher de cette cavité remonte lorsque la roche comprimée reprend sa forme initiale, attirant des matériaux denses du manteau des profondeurs vers la surface. Au même moment, les parois de la cavité transitoire s'effondrent vers l'intérieur et les matériaux éjectés par l'impact retombent à la surface, s'accumulant en un anneau autour du bord du cratère. Le matériau du manteau, qui a été remonté lors du rebond, est plus dense que le matériau de la croûte qui l'a déplacé. En refroidissant et en se solidifiant, il crée une concentration de masse au centre du bassin, la cible du maçon. Et entre elles, là où la crasse a été excavée et n'a pas été remplacée par quelque chose d'aussi dense, se forme une zone de gravité négative. L'idée cruciale était que la croûte lunaire rigide, une fois refroidie et durcie, fixait définitivement ces variations de densité. Sur Terre, où le manteau se déplace lentement au fil du temps, de telles anomalies finiraient par être lissées par un ajustement isostatique. Le matériau le plus léger remonterait, le champ gravitationnel s'équilibrerait. Mais la croûte lunaire est rigide, ça ne coule pas. Les mascons créés par des impacts survenus il y a des milliards d'années sont figés sur place, comme si le moment de la catastrophe avait été préservé dans la mémoire gravitationnelle de la Lune. Pour la première fois, nous avons une compréhension globale du processus de formation du mascara, a-t-il déclaré lors de la publication des résultats. L'explication du mascon avait des implications bien au-delà de la Lune. Des structures de type mascon ont également été détectées sur Mars et Mercure, associées à de grands bassins d'impact sur ces planètes. Les lois physiques de l'impact et du rebond qui créent les mascons sur la Lune s'appliquent à tout corps rocheux doté d'une croûte rigide et d'un manteau plus dense. En étudiant les mascons sur la Lune, les scientifiques ont mieux compris comment les impacts massifs modifient la croûte et l'intérieur des planètes rocheuses du système solaire. Mais prenons un peu de recul et considérons ce que les mascons nous apprennent sur la Lune de manière plus générale. Le fait que ces anomalies gravitationnelles aient persisté pendant des milliards d'années, sans être perturbées ni corrigées, témoigne de la stabilité géologique de la Lune. Sur Terre, la croûte terrestre est constamment recyclée par la tectonique des plaques. La vieille croûte est subduite dans le manteau. Une nouvelle croûte se forme au niveau des dorsales médio-océaniques. La surface est en mouvement constant et les anomalies gravimétriques disparaissent progressivement à mesure que le manteau s'ajuste. La Lune ne possède pas un tel mécanisme. Sa surface est une trace figée de tout ce qui lui est arrivé depuis la solidification de la croûte. Chaque impact, chaque coulée de lave, chaque fracture, chaque variation de densité est préservée avec une fidélité que la Terre ne peut égaler. Cette conservation fait de la Lune une archive extraordinaire. Il consigne des événements remontant aux premières périodes de l'histoire du système solaire. Les bassins qui abritent les mascottes portent les stigmates de cette époque. En les étudiant, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur la fréquence, la taille et la vitesse des impacteurs durant cette époque violente. Des informations pertinentes non seulement pour la Lune, mais aussi pour l'histoire de la Terre. Tout engin spatial en orbite autour de la Lune doit tenir compte des perturbations gravitationnelles causées par ces masses denses cachées. Les calculs orbitaux qui ignorent la masse, produiront des trajectoires qui dérivent, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour les missions nécessitant un positionnement précis, telles que celles prenant en charge les atterrissages au sol ou le relais de communication. La carte gravitationnelle Grail est désormais un outil de navigation essentiel pour chaque mission lunaire, fournissant les informations détaillées sur le champ gravitationnel nécessaire à la planification d'orbites stables et de trajectoires de descente précises pour les futures bases lunaires. Les matériaux denses du sous-sol affectent non seulement la gravité, mais aussi les propriétés mécaniques du sol. Les régions présentant une densité anormale peuvent avoir des caractéristiques de portance différentes, une conductivité thermique différente et une sensibilité différente aux secousses sismiques.
Les ingénieurs qui conçoivent des structures pour la surface lunaire doivent savoir ce qui se trouve en dessous, et les données du Grail fournissent une première approximation de la réponse. Les mascants ne sont pas la preuve d'un intérieur artificiel, malgré les affirmations contraires parfois formulées par les partisans de l'hypothèse de la Lune creuse. Ce sont les preuves d'impact si puissants qu'ils ont remodelé la structure de densité interne de la Lune, attirant des matériaux des profondeurs du manteau vers la surface et les bloquant en place sous une croûte rigide. Mais ils sont aussi véritablement étranges. Un rappel que même un monde en apparence aussi simple que la Lune peut receler une complexité invisible sous sa surface stérile. Les anomalies gravitationnelles de la Lune sont inscrites dans sa structure, détectables par des instruments mais invisibles à l'œil nu. Mais la Lune présente aussi des anomalies visibles, étonnamment. Les astronomes ont consigné ces phénomènes depuis des siècles. D'autres persistent pendant des heures. Ils sont documentés. Tournons-nous vers la lumière. Chapitre 7. Lumière. En décembre 1787, un observateur nommé Dango, sur l'île de Malte, pointa son télescope vers la Lune et vit quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Ce n'était pas un reflet. Il est apparu, a maintenu sa position, puis a disparu. 7 ans plus tard, en 1794, un article paru dans la presse britannique rapportait que des observateurs pouvaient voir à l'œil nu ce qui semblait être un volcan sur la Lune. L'éclat était réel. Ce n'étaient pas les premières observations de ce genre, et ce serait loin d'être les dernières. Depuis des siècles, les astronomes signalent de brèves modifications inexpliquées à la surface de la Lune. Des éclairs de lumière, des lueurs rougeâtres, des taches brillantes qui apparaissent dans les cratères ou le long des bords de la mer, persistent pendant des minutes ou des heures, puis disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Ils constituent l'un des mystères les plus persistants et les plus frustrants de l'astronomie observationnelle. À la fin du XXe siècle, les chercheurs avaient compilé plus de 800 rapports d'observateurs crédibles couvrant plus de 400 ans. Certains sont décrits comme des éclairs ponctuels, ne durant qu'une fraction de seconde, comme une minuscule explosion à la surface. Certains observateurs ont signalé des changements de couleur dans des éléments bien connus, un cratère qui apparaît légèrement différent en teinte à travers le télescope avant de retrouver son aspect normal, masquant les détails de surface dans des zones localisées. L'observation moderne la plus célèbre a eu lieu en octobre 1963, lorsque 2 astronomes expérimentés de l'observatoire Lell à Flagstaff, en Arizona, ont signalé avoir vu des lueurs rougeâtres près du cratère Aristarchus, l'une des formations les plus brillantes et les plus intéressantes géologiquement de la Lune. Cette observation a été prise suffisamment au sérieux pour inciter la NASA à mener une enquête, demandant à l'astronome Patrick Moore et à la planétologue Barbara Midhurst de compiler un catalogue exhaustif des rapports historiques sur les TLP. Beaucoup étaient concentrés dans une poignée d'endroits, notamment Aristarchus, les bords de Maracreium et le cratère Platon. Si les TLPS étaient uniquement le résultat d'erreurs d'observation, de distorsions atmosphériques ou de vœux pieux, on s'attendrait à ce qu'ils soient répartis aléatoirement sur la surface lunaire. Au contraire, elles se regroupent autour de régions géologiquement distinctes, de cratères aux caractéristiques connues, de zones proches des limites des mers lunaires et de régions associées à des failles structurelles dans la croûte lunaire. Ce regroupement suggère un véritable phénomène localisé, plutôt qu'une erreur d'identification aléatoire. Après plus de 4 siècles d'observation et des décennies de discussions scientifiques, il n'existe aucune explication unique faisant consensus. Plusieurs hypothèses ont été proposées, chacune pouvant expliquer certaines observations, mais aucune ne les explique toutes. L'explication la plus souvent évoquée fait intervenir le dégazage. L'intérieur de la Lune, bien que majoritairement solide, n'est pas totalement inerte. La désintégration radioactive d'éléments comme l'uranium, le thorium et le potassium dans les profondeurs de la Terre génère de la chaleur, qui à son tour produit de petites quantités de gaz. Ce gaz, principalement du radon et ses produits de désintégration, peut migrer vers le haut à travers les fractures de la croûte terrestre et s'échapper à la surface. Si ce gaz était libéré soudainement, peut-être déclenché par un séisme lunaire ou par les forces de marée dues à la gravité terrestre qui comprime la croûte lunaire, cela pourrait créer un bref phénomène visible.
où cela pourrait perturber le beau décor, soulevant un nuage de poussière qui diffuse la lumière différemment de la surface environnante. Au fil de son orbite légèrement elliptique, la distance qui sépare la Lune de la Terre varie. À l'apogée, le point le plus éloigné, ils sont les plus faibles. Cette variation provoque une flexion de la croûte lunaire, ouvrant et fermant des fractures. Si du gaz est piégé sous la surface, ces contraintes périodiques pourraient le libérer périodiquement. Plusieurs analyses statistiques des rapports TLP ont mis en évidence des corrélations faibles mais suggestives entre le moment des événements observés et la position orbitale de la Lune, les événements se produisant un peu plus fréquemment près du périgée. La liaison maçonnique ajoute une couche supplémentaire. Les fortes concentrations de masse sous les grands bassins d'impact créent des contraintes gravitationnelles localisées dans la croûte sous-jacente. Ces contraintes pourraient amplifier les mouvements de marée dans certaines régions, augmentant ainsi la probabilité de fissures dans la croûte terrestre et de libération des gaz emprisonnés. Une seconde explication fait intervenir les impacts de météorites. La Lune n'a pratiquement pas d'atmosphère. Sur Terre, les petits météoroïdes, les particules qui créent les étoiles filantes, brûlent en haute altitude et n'atteignent jamais la surface. Sur la Lune, même de minuscules particules atteignent le sol à pleine vitesse cosmique, généralement de 10 à 70 km par seconde. Un grain de sable frappant la surface lunaire à ces vitesses peut produire un flash lumineux visible depuis la Terre à travers un télescope. Les relevés télescopiques modernes ont confirmé que ces éclairs d'impact sont réels et relativement fréquents. Depuis la fin des années 1990, des programmes de surveillance systématiques ont enregistré des centaines d'éclairs d'impact lunaires, la plupart ne durant qu'une fraction de l'assaut. Deuxièmement, ces événements expliquent probablement certains des brefs rapports TLP précis figurant dans les archives historiques. Cependant, ils ne peuvent expliquer les événements de plus longue durée, les lueurs diffuses ou les changements de couleur, qui durent bien trop longtemps pour être de simples impacts. Une troisième explication fait intervenir les effets électrostatiques. La surface de la Lune est directement exposée au vent solaire, un flux de particules chargées provenant du Soleil. Ce champ électrique peut soulever de fines particules de poussière de la surface, créant un nuage ténu de poussière en lévitation électrostatique. Les astronautes d'Apollo en orbite ont rapporté avoir aperçu une faible lueur à l'horizon lunaire juste avant le lever du Soleil. Une observation que certains scientifiques attribuent à la diffusion de la lumière solaire par des particules de poussière en lévitation au-dessus de la surface. Ces anomalies magnétiques, que nous aborderons dans le chapitre suivant, créent une déviation à petite échelle du vent solaire, produisant des régions de charge différentielles qui pourraient en théorie soulever la poussière et produire des effets optiques visibles. Bien que la Lune ne soit plus volcaniquement active comme elle l'était il y a des milliards d'années, la chaleur résiduelle à l'intérieur de son corps et la présence continue de petites quantités de matière volatile font que des épisodes de dégazage occasionnels ne sont pas impossibles. La réalité, aussi frustrante soit-elle, est que les phénomènes lunaires transitoires sont extrêmement difficiles à étudier scientifiquement. Ils sont brefs. Lorsqu'un observateur signale un événement, celui-ci est souvent déjà terminé avant même qu'un second observateur puisse le confirmer. Cela change lentement. Ces programmes ont permis de détecter avec succès les éclairs d'impact de météoroïdes en temps réel et ont commencé à constituer une base de données d'événements confirmés. Elles sont trop faibles et trop progressives pour que la plupart des systèmes automatisés puissent les détecter de manière fiable, et elles nécessitent le type d'observation visuelle patiente et experte qui se fait de plus en plus rare à l'ère de l'astronomie automatisée. Lors de la mission Apollo 8 en décembre 1968, la première mission rudimentaire à orbiter autour de la Lune, la NASA a demandé à son réseau mondial d'observateurs lunaires amateurs et professionnels de surveiller les phénomènes transitoires pendant que le vaisseau spatial était en orbite lunaire.